Madame, mademoiselle, bonsoir. Nous allons inverser l'ordre des choses. Je vais d'abord remercier les amis, les techniciens qui sont dans le nodal. C'est un terme un peu snob pour dire simplement la salle technique. Manuela Montlouis, qui est directrice de la petite production que nous avons le plaisir de vous offrir chaque semaine. Et puis Giovanni Gelman, et puis le stagiaire dont j'ai oublié le nom, qu'il me pardonne. Voilà. Bonsoir madame, vous allez bien? Bonsoir, je vais bien. Où étiez-vous? D'où venez-vous? Radieuse et belle comme ça? Je suis là. Oui, vous êtes présente. Je suis présente. Nadia, Antilla. Daniel Compère, progressiste, ça va bien? Toujours bien. Frais rasé? Oui, il faut bien changer de tête la de temps en barbe de très temps. près. Qui essaie de ressembler à Michel Gouanchy? Non, il n'y a pas cheveux de rue, chance. blanc et court. Tout à fait. Combien de Dan? 6 Dan. Oui, votre présence vous a empêché de perdre un Dan, parce que vous auriez été sanctionné. Si Tout à fait, parce que ceci m'a dit. Alors, une semaine à Paris, à quoi faire? Quoi encore? J'étais bon. Aller voir les camarades communistes et tout ça, enfin des trucs. Bien entre autres, mais j'ai surtout été à la réunion de la Fédération française de karaté pour les responsables des grades et de la formation. Oui. Et puis j'ai participé à un stage des maîtres japonais pendant 3 jours à Coubertin. Mais comment tu fais avec ta jambe morte là, tu fais ça toute seule jambe? Tout à fait. Bah, je joue pas de karaté, mais quoi alors à la place? Non, de la sérénité. Oui. Il est zen. Moi, j'ai un bureau qui me permet de voir la mer en permanence. Et ça te sauve. C'est fabuleux. Et puis un verre de vin. Un verre de vin à la place de... Alors, Nadia, alors j'en profite et je m'adresse à l'ensemble des Martiniquais. Pour leur donner des formations que pour leur dire que ça ne sert à rien de courir pendant 1 heure et de manière intense. Il suffit de boire un verre de vin. Rouge. Voilà. Donc c'est Nadia qui va vous expliquer ça dans quelques minutes. Vous avez compris, bon, on va rien expliquer du tout. Vous avez compris que c'est le lobby de vinicole qui a sorti ça encore. Donc ne buvez aucun verre de vin ni d'ailleurs d'autres alcools. De ton bureau, paraît-il que maintenant on voit la Sargasse. Il paraît que, assez curieusement, qu'il y a du côté de Madiana, chez le chef. C'est arrivé. Alors c'est arrivé. Oui. Non, c'est très démocratique, c'est ça. Et ça agace pour tout le monde. Ça agace tout le monde. Ça agace tout le monde. 2 élèves ont été exclus définitivement. Ça pourrait être banal. Enfin, encore que tout de suite, il faut dire qu'il y a une autre école qui l'a récupéré, puisque personne qui est obligé de la récupérer. C'est à l'occasion d'une grosse bagarre, il faut le dire, un affrontement avec un professeur qui a essayé de confisquer un portable qu'utilisait l'un des 2 élèves. Et le second a été également exclu parce qu'il filmait la scène et que surtout, il l'a mise en ligne sur le net. Avec ses commentaires. Avec des commentaires. Et puis aussi des voix en off qui étaient d'une vulgarité extrême. Tout le monde soit au courant, c'est un garçon et une fille. qui frappait et une fille qui filmait. Et pas le contraire. Alors bon, ce qui m'a surpris, c'est 2 choses. D'abord, l'émotion des gens qui étaient justifiés, parce qu'on se rend compte qu'on touche le fond de l'incivisme, ça se dit ça, l'incivilisme? Tout à fait. Et puis également un article que j'ai lu du bâtonnier, des avocats, une interview où il est plus préoccupé par la forme de cette affaire, c'est-à-dire le fonctionnement de la justice, en estimant que c'est un dérapage. Bon, je le laisse, je suis trop respectueux des ordres établis pour commenter ça. Moi, c'est l'autre aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect social, enfin l'aspect sociologique, oui. Je ne voulais pas dire sociétal, alors j'ai essayé de rester bloqué sur le mot. C'est à la mode. Et cet aspect où comment peut-on faire pour que les gens acceptent de redonner de l'autorité au maître? Voilà comment je positionne. Comment faire pour que les gens acceptent ça? Parce que quand ça atteint ce stade ultime, alors ça provoque de l'émotion, d'accord, ça fait le buzz sur le Facebook et autres, mais il suffira que ça soit moins grave, que les gens lui disent « Ah ouais, mettre là, t'es pour faire ça, mettre là, ceci, cela ». Il a gardé un calme olympien. Il faut le féliciter. Il faut le féliciter d'avoir gardé son calme, parce que dans une telle situation, ce n'est pas évident. Moi, comme d'autres, j'ai connu ce genre de situation aussi pour la même chose. Ça n'a pas fait
le buzz, comme on dit. À l'époque, il n'y avait pas pas Tenny, voilà, réseaux sociaux, etc. Ni non plus pour chaque élève un téléphone portable. Quoique. Là, ça commençait. Quoique, ça commençait largement. Là c'est quand même des iPhones. Oui, c'est des iPhones, oui, on est d'accord. En fait, je veux dire... Plus personne n'a de petits téléphones de bas de gamme. C'est-à-dire que même ta c'est dépassé, quoi. Mais non, parce que vous êtes des snobs. Non, mais tous les 6 mois, on est obsolète. Vous êtes des snobs, vous faites ça exprès, messieurs. Tous les 6 mois, on est vous avez des obsolète. tablettes, qui compensent, alors arrêtez. Non, mais le problème est bien celui que tu as évoqué, c'est rendre d'une façon ou d'une autre de l'autorité au maître. Comment faire ça? Parce que la plupart, on va me dire que je généralise, la plupart des jeunes gens, des adolescents, comme on dit, je ne sais pas jusqu'à quel âge on est adolescent, ni à partir de quel âge, la plupart des adolescents refusent catégoriquement toute contrainte, quelle qu'elle soit, d'une part. Deuxièmement, ils trouvent souvent, pour les conforter dans ce refus, l'appui des parents. Pas forcément de leurs parents. Et de certains enseignants. Alors, pas forcément de leurs parents, mais des parents en général. Et comme le dit très justement Michel, l'appui de certains enseignants qui sont un peu démagogues. Parce que, sous prétexte d'être bien avec les jeunes, machin comme ça, etc., ben non, mon vieux, tout le monde se tape dans le dos, tout le monde il est beau, il est gentil. Résultat, on ne sait plus quelle est la place de chacun dans la classe. Et puis une certaine conception de l'éducation, un peu libertaire, un peu laisser les gens s'épanouir. Oui, c'est ça. Moi, je crois que comme dans tout corps social, pour que l'autorité soit respectée, il faut l'afficher. Il faut dire quelles sont les règles. Or, moi je l'ai pratiqué, je pratique encore l'enseignement. Dans la quasi-totalité des corps et organismes sociaux, la communication sur les règles n'existe plus. À partir du moment où vous savez, de manière très claire et même visuelle, que si vous enfreignez une règle, la sanction va être celle-ci, vous avez au moins l'information. Mais dans les collèges... Je t'arrête. Il semblerait, j'ai lu en quelque part qu'au début de l'année, le professeur principal lit le règlement intérieur. Il en a l'obligation. Oui. Voilà. Oui. Et distribue ce règlement intérieur. Et le discute avec les élèves. Et le discute avec les élèves. Et il est dans le cahier de correspondance. Il est censé le faire. Il est censé le faire. Il est tenu de le faire. Alors, moi, imaginons que ça soit fait, j'élargirais l'ensemble de cette communication aux parents de manière obligatoire. Mais comment tu fais? Mais les parents ne viennent pas, ils ne s'occupent pas de... Non. Le parent, il réagit ou ne réagit pas. Simplement, on le lui envoie. Ouais. Et il reçoit un courrier en lui disant « Monsieur machin, voilà ou madame, voilà ce qui... » On le lui remet à l'inscription. On le lui remet. Ça, les règles. Là, ça c'est le premier élément, la communication. Mais bon, il ne faut pas circonscrire ça à l'école. Il faut l'élargir à l'ensemble de la société. Mais surtout, l'application des règles. Il y a des gens qui sont catastrophés qu'on ait exclu ces élèves. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent « Mais pour qui vous mettez cette chambre là dehors ?» Si vous faites ça, vous mettez dehors. Si vous n'avez pas fait ça, vous mettez... C'est-à-dire que l'application de la règle dans une société démocratique un peu avachie, fatiguée, mais c'est exactement ça. Ça devient bizarre. Le problème, c'est exactement ça le problème que je veux poser, Nadia. Exactement ça. Tu as mis pile poil dans la problématique. Moi, ce fait, en fait, il m'évoque deux choses. Je vais commencer par la deuxième, qui est pas tant l'agression pour récupérer le portable que le fait de filmer. Oui. J'ai envie de dire, on serait sorti du cadre de l'école. Ce serait carrément un cas de non-assistance à personne en danger. Avec en plus la publication sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est faire l'apologie, c'est plus qu'approuver et prendre à témoin. À côté de ça, il peut y avoir effectivement le dénigrement de la personne qui est agressée. Donc là, on est vraiment dans du très grave. Ramener dans le cadre scolaire, quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, ça m'a rappelé le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ça me renvoie à ça dans la mesure où, quelque part, je me dis que ce village, c'était le corps des adultes qui, quelque part, faisait corps.
Et, et c'est ce village qui a été rompu. Voilà. Et ce qui s'est passé dans l'école, en fait, c'en est la preuve, et quelque part, vous avez fait l'écho de ça. Donc, revenir, comme tu disais, à de l'autorité, au corps enseignant, c'est aussi rappeler ce qu'est, enfin, pourquoi est-ce qu'on va à l'école, au-delà de l'obligation. Effectivement, c'est un devoir, mais derrière, c'est vraiment la société qui est en train de se bâtir. Alors, une deuxième question, qui sera très simple. Ils ont eu à subir une garde à vue prolongée, donc passer la nuit au commissariat de police. Est-ce que vous estimez que pour des enfants de cet âge, compte tenu de ce qu'ils ont fait, que c'est grave, que ça ne devrait pas, enfin, donnez-moi votre sentiment. Je laisse d'abord parler Michel, qui ne s'est pas encore exprimé, mais je vais revenir là-dessus. Bon, je réponds à la question, puis je vais dire autre chose. Mais bon, j'avoue que je ne sais pas dans quelles conditions cette garde à vue a été décidée. Est-ce qu'il y a eu de la part des intéressés une attitude... c'est pas une punition à la garde à vue, c'est une mesure d'instruction, c'est un mode d'instruction du dossier. Oui, c'est un mode d'instruction du dossier, mais enfin... Quand même. Moi, j'ai été mis en garde à vue. Je sais aussi que certains magistrats utilisent la garde à vue comme un moyen de pression psychologique. Tout à fait. OK ? Donc, qui peut se justifier... Nicolas Sarkozy, par exemple, qui peut se justifier parce que l'intéressé ne collabore pas à l'enquête, qui ne répond pas aux questions, qui oppose une attitude négative, et qu'on est obligé, ce qui aurait pu se régler en quelques heures, on est obligé de prolonger. Donc, je ne me prononce pas là-dessus, à moins que le parquet réponde à l'interpellation du bâtonnier. OK ? Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils disent dans quelles conditions le juge a été amené à prendre cette décision. Mais effectivement, c'est une décision qui est quand même inhabituelle vis-à-vis d'un mineur. Tout à fait. Bon. Mais est-ce que tu as visionné ça reste à la forme. Est-ce que tu as visionné le petit bout? Non. Bon, d'accord. Ça reste à la forme. Mais ceci dit, ça reste à la forme. Ce qui m'interpelle, c'est la réaction de certains parents qui protestent contre le fait qu'il y ait eu plainte, qu'il y ait eu sanction, etc., etc. Et ça me renvoie une interview qui a été publiée, que j'ai lue dans France Antilles, malgré mon absence, j'ai lu un des France Antilles la semaine dernière, un responsable de l'éducation, un inspecteur d'académie, je crois, qui est chargé de ces problèmes psychologiques, et qui explique que, on a expliqué à ces enfants que nous nous sommes battus pour l'école gratuite et laïque obligatoire, que nos ancêtres en Martinique, au lendemain de l'esclavage, ont considéré l'école comme un moyen d'émancipation des nègres que nous sommes, ok ? Bon, et que c'est une conquête démocratique. Hein ? Est-ce que ces parents le savent ? Est-ce qu'ils le disent à leurs enfants ? Okay. Et puis est-ce qu'ils sont conscients... Et que l'école est nécessaire. Attends, laisse-moi placer un mot. Est-ce qu'ils sont conscients que l'école est nécessaire ? Voilà. Voilà. Bon. Autrement, il a posé le vrai problème. Sinon indispensable pour sortir du marasme où ils sont. Voilà. Donc, je pense qu'ils en sont conscients. Parce que il y a eu un jeu démocratique dans les médias malgré tout. Il faut quand même souligner ça. D'habitude, c'est toujours la victime qui doit voir au chapitre. On ne demande jamais au bourreau de s'exprimer ou les parents de ceux qui ont... Là, c'est intéressant parce qu'on a ouvert le micro aux parents des enfants. Et ça permet un équilibre et c'est très intéressant sur le plan des jeux de médias. Donc, je voudrais féliciter les médias qui ont donné la parole aux deux parties parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Cette victimisation systématique, on aimerait comprendre et avoir les réactions. Mais il y a un élément qui me paraît important. Quand on dit, quand toi tu poses la question, tu dis, ouais mais bon, est-ce que c'était nécessaire, pas nécessaire, la garde à vue ? Ce qui est intéressant, c'est que il arrive un moment où quelqu'un doit faire le boulot de l'autre. Et là, j'ai bien l'impression qu'on a dû dire, ou qu'on a fait comprendre au corps de la justice et de la police qu'il fallait jouer le rôle de l'école. De l'école et des parents. Et des parents. C'est-à-dire, on va leur donner un exemple. On va faire un exemple. En fait, à mon avis, c'est ça. On va faire un exemple et on va dire désormais que quand un gosse va essayer de frapper, et le message, il n'est pas pour les enfants. Qui passera au moins la nuit au commissariat. Ah oui.
petit monsieur qui fait l'ennui et qui savent ça. Ouais, de base, c'est ça de base. Petit monsieur, alors j'aimerais insister dessus, petit monsieur ou petit mademoiselle. Oui. Ce qui est terrible dans notre société. Non plus maintenant. Est-ce Non, que, non, alors, on est dans une société machiste quand même. Mais avançons, non, avançons. Est-ce que vous pensez que mettre cette barre à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand il y aura ces incivilités optimales, que des gens vous prendront, vous amènera au commissariat de même police. Traitement qu'un type qui vend de la drogue. Voilà. Même traitement. Alors, amenons la discussion à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que c'est excessif, compte tenu de l'état de l'éducation de la société? Il faut voir que dans cette affaire-là, le rôle de l'école, institution, et le rôle de la police-justice n'est pas le même. L'école. Oui, tu répondras à ma question après. Je suis en plein dans ta question. D'accord. Le rôle de l'école, à part d'enregistrer les faits, n'est-ce pas, c'était d'exclure effectivement les individus, pardon, je n'aurais pas dû dire individus, c'est péjoratif, les deux jeunes du collège où ils sont, mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne fait que déplacer le problème, puisque obligatoirement, surtout qu'ils sont mineurs, ils sont forcément pris dans un autre collège où ils peuvent recommencer. Ils sont rescolarisés. Ils sont rescolarisés. Mais le rôle de l'école, c'est quand même de scolariser les gamins. Oui. On est d'accord là-dessus, c'est pas de les mettre dans la rue. Oui. Bon. La justice, là je rejoins Eddy, je pense qu'il s'agit là de faire un exemple. Alors, est-ce que cette exemplarité, c'est comme ça que nous appelons ça dans notre jargon judiciaire, l'exemplarité de la peine, de la sanction, du mode d'investigation ou d'enquête, est-ce que vous pensez que mettre la barre à ce niveau-là, il ne va pas dire ah ouais, c'est les petits jeunes, il faut les sermonner, les renvoyer chez leurs parents, est-ce que vous pensez que mettre la barre à ce niveau-là, c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose, Nadia. Parce qu'on doit savoir à quoi on s'expose. La règle et le respect de la règle. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la diffusion de la vidéo. Oui. Ah oui. Et le fait mais que... ça, c'est ça qui est... Mais ça va être poursuivi. Non, mais le fait que C'est un délit, tout le monde se pose la question... C'est un délit indépendant. Ils ont été mis en examen. Mais concrètement, tout le monde la voit, la vidéo. Alors que moi, je considère que justement, la première sanction, c'est de ne pas regarder la vidéo. Oui, c'est d'accepter de ne pas la regarder. Puisque quand on la regarde, c'est quelque part les cautionner. Non, là, c'est un autre problème. Non, mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et tu parles d'exemplarité. Donc là, on a quand même atteint un niveau, mais il y a des leviers qui sont trop bas. Donc il y a d'autres leviers à relever. Le premier levier, c'est le fournisseur d'accès Internet qui, quand il permet la diffusion de ça, il doit être condamné. Parce que normalement, le fournisseur d'accès Internet sait que ce type de vidéo est interdite. Vous savez, okay, il faut qu'il coupe, lui, de lui-même, s'il ne le fait pas. Alors, mais sur la toile, vous avez vu le nombre de bagarres de femmes qui se donnent la culotte déchirée. Est-ce qu'on connaît leur âge et tout? Comment? C'est impossible, on ne peut pas vérifier ça. C'est instantané. Non, mais ce n'est pas le fait de le vérifier, de faire la police. C'est le fait d'être informé. Le fournisseur d'accès Internet, il est informé. Il continue à laisser le truc diffuser. Ouais. Là, oui, donc, moi, ce que je ferais, je serais police-justice, je convoque le représentant du fournisseur d'accès. Non, je le mets en garde à vue, et je le mets en examen. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Tu sais pourquoi? Parce que ça me rappelle, quand on ouvre nos livres d'histoire, avant une guerre, il y a ça. Il y a déliquescence, permissivité, et puis ça aboutit à une guerre. Alors soit une guerre civile, soit une guerre militaire. Allons pas aller jusqu'à la guerre. Allons rappeler aux gens que c'est pas la peine de s'entre-déchirer pour régler les problèmes. Parce que évidemment, juste après la guerre, tout le monde a peur, quoi. Tout le monde est dans les rangs. Et attend la prochaine. Non mais, Michel. Alors, ta question, oui, il faut le faire, mais il faut être conscient que c'est pas suffisant. C'est nécessaire et non suffisant. Je dirais que c'est le minimum. C'est le minimum qu'on attend, c'est que face à une déliquescence avancée de notre société martiniquaise, décadente, que enfin une réaction. Mais à mon avis, la réaction doit venir du corps social. C'est-à-dire que il est temps que dans notre pays, nous prenions conscience que ces phénomènes, ça c'est quelque chose que je défends depuis de nombreuses années, les phénomènes négatifs se diffusent plus rapidement que dans une société qui a une grande épaisseur historique comme la France. La France a 20 siècles d'histoire, nous avons 4 siècles d'histoire. Quand on introduit la drogue, elle se diffuse plus rapidement ailleurs. Oui.
quand on introduit toute une série de comportements pervers, ça se diffuse plus rapidement. Nous sommes une société plus fragile. Donc il faut que nous ayons des réactions beaucoup plus fermes. C'est l'idée de la biosphère. Ouais. Et une biosphère, une petite sphère de vie est plus fragile, donc doit être protégée plus ardemment qu'un continent. Encore faudrait-il que nous fassions société, que nous fassions encore. Ça c'est le problème. Mais monsieur, alors, bon, on va sur un dernier petit point qui m'a un peu ému, c'est que vous soyez tous d'accord pour parler de la déliquescence et quel autre mot décadence de cette société qu'il le serait plus que le reste de la planète ou le reste du monde. Non, il n'y a pas d'élément de comparaison. Non. Il y a un constat évident, qui est un constat comparatif avec nous-mêmes. Il est clair que si on remonte, on l'a évoqué, à quelques années, 10, 20, 30 ans, évidemment, il n'y avait pas le même environnement technologique, mais il y avait, face à ces comportements-là, une autre réaction. Prenons un exemple précis, on ne voit plus guère, ça arrive encore, hein. On m'a signalé, que j'ai fait une petite enquête dessus, on m'a signalé quelques cas, mais à l'époque, moi j'étais au collège de Robert, il y avait des parents d'élèves qui arrivaient, qui ne demandaient pas au gosse ce qui s'était passé, qui prenaient le gosse, qui le suspendaient dans la cour et qui prenaient une ceinture. Le maître avait raison. Non mais valeur d'exemple. Or là, malheureusement non, c'est fini. On peut donner un coup d'acide au maître. Mais ne pensez-vous pas de mettre une mauvaise note à l'enfant. Oui, en fait, c'est comme si c'était l'autorité parentale qui se déportait sur l'enseignant. Et en fait, il n'y a plus cette autorité parentale. Donc finalement, l'enseignant, il se retrouve il n'a plus ce rempart-là. Les parents qui donnaient des coups de cuir sont morts, et les parents d'aujourd'hui qui frappent les professeurs ou qui donnent de l'acide, ce sont les mêmes gosses qui désobéissaient à leurs parents. Voilà, c'est tout, c'est un continuum. Il y a un autre facteur, c'est que il y a eu, avec l'immigration, avec le boom, il y a eu une fracture dans les années 60-70. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement le vieillissement accéléré que nous vivons. Il y a eu une fracture, il n'y a pas eu de passage de témoin dans la société martiniquaise. Le bouleversement, l'exode rural et ça. Mais attendez, est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'avec 53 000 chômeurs, des Européens complètement on tient bien le coup quand même. C'est pour ça que je vous reproche le mot déliquescence, parce qu'il y a une capacité de résistance quand même au mal. Non mais on peut dire, et pourtant elle tourne. Voilà. Non mais attention, pour quelle raison? Parce que la structuration sociale de la Martinique est quand même n'a rien à voir avec celle des autres îles de la Caraïbe où la violence est au quotidien est exponentielle, tout simplement parce qu'on a une structuration, par exemple, associative qui est extraordinaire, on a une structuration religieuse qui est extraordinaire, politique qui est sportive. Tout ça fait que ça tient. Donc, monsieur, enlevez le mot déliquescence tout de suite, là, si vous voulez. Mais on garde le mot décadent. Alors, si tu permets, il y a quand même une autre analyse sociologique enlever décadent aussi. Et démographique qui me paraît importante. On vit une situation sociale où, pour la première fois depuis je veux dire, de manière effective, là, depuis 10 ans, 5 générations vivent en même temps les mêmes problématiques. En clair, dans une famille, aujourd'hui, il y a l'aïeul, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, le papa et l'enfant. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ils vivent les mêmes expériences. Ça veut dire que dans une famille, à l'époque, il y avait la grand-mère, le papa et l'enfant. Se rajoutent 2 strates supérieures, l'arrière-grand-mère et l'aïeul. Donc, on est pour des raisons de vieillissement de la population, et puis surtout comment dirais-je, d'augmentation de la durée de vie, on se retrouve avec des familles où l'ordre naturel de transmission de l'autorité est biaisé par le fait que dans la même famille, il y a les couches qui s'accumulent. Donc les enfants ont tendance, par exemple, à dire que la dispersion de l'autorité et l'absence d'une figure tutélaire, comment dirais-je, les libèrent. Tu vois, ou alors ils font des courts-circuits. Ils évitent papa, grand-mère,
et puis ils montent voir arrière-grand-mère, aïeul, des gens qui n'ont aucune autorité naturelle et qui ont même tendance à être complaisants. Donc ce fait généalogique et démographique impacte de manière très très forte notre fonctionnement. Il faut y penser. Certainement. C'est pas faux. J'ai lu dans une déclaration du SNES qui m'a fait plaisir pour une fois. Pour une fois, état de trop. Non, parce que Avançons. nous en avons discuté. Le SNES d'aujourd'hui n'est pas le SNES que tu as connu. Avançons. Bon. C'est un syndicat qui n'est pas Avançons. martiniquais. J'ai lu dans le SNES, j'ai lu dans... Ce n'est pas un syndicat martiniquais. Le secrétaire du SNES a dit il n'y a pas de transmission de savoir sans autorité. Ouais. Mais pour qu'un enseignant puisse dire ça aujourd'hui, c'est une révolution copernicienne. Parce qu'ils ont dit pendant 2 générations, ils ont dit exactement le contraire. Ils ont été dans le sens que disait tout à l'heure Daniel. Pour être bien copains avec les jeunes, ils sont allés exactement dans le sens inverse. Donc j'espère qu'ils ont importé à la Martinique des théories de grandes sociétés comme les sociétés américaines ou européennes, comme je dis, qui ont beaucoup plus de résilience que nous, hein, qui n'ont pas à résoudre le problème de développement, qui n'ont pas à résoudre le problème de 25% de chômeurs, et on peut appliquer ces théories-là. D'accord, on passe à autre chose. La situation économique de la Martinique, on reste un petit peu dans le même contexte. Voilà. Ceci expliquant peut-être cela. Alors bon, c'est tout simple, on va partir du produit, du PIB. Produit intérieur. Alors, notre économiste de service explique ce que c'est que le produit intérieur brut. Alors, le produit intérieur brut est ce qu'on appelle un agrégat, c'est-à-dire c'est la somme des activités, de toutes les activités de service, de production, dans l'agriculture, dans le commerce, etc. Toutes les activités réunies. Y compris les activités non marchandes. activités non L'administration, l'école, etc. Tout ce qui concourt à la richesse. Qui sont évalués suivant des règles bien précises, qui pour permettre des comparaisons internationales et qui sont calculées par l'INSEE. Et ce produit intérieur brut est censé, l'évolution de ce produit intérieur brut est censée représenter l'évolution de la richesse globale d'un territoire, d'un pays, d'une nation. Très bien. Bon. Donc ce PIB a baissé de 0,5% en 2013. Voilà. Pour 2 raisons. La consommation des ménages qui a diminué et qui représente plus de la moitié de ce PIB, 60%. Oui. Et l'investissement privé qui lui représente 70% du total de l'investissement qui est fait dans le... Alors ces 2 leviers étant en chute, le PIB serait en quasi déclin. Et puis, en léger déclin. S'ajoute à ça le fait qu'il y a moins de gens et qu'on consomme moins, c'est qu'on bouge moins, c'est qu'on travaille moins, c'est qu'on fait moins bouger tous ces facteurs, tout ça qui crée cet agrégat, pour reprendre ta formule. Alors, à l'heure actuelle, et depuis quelque temps déjà, c'est la dépense de l'État, des collectivités, enfin ce qu'on appelle la dépense publique. Qui veut expliquer ce qu'est la dépense publique? Alors c'est suffisant, tout le monde le sait. La dépense, oui, non, je crois que c'est pas inutile, parce que la dépense publique, c'est pas seulement la région. Parce que on a un président du conseil régional qui a beaucoup de personnalités, qui veut faire croire que la dépense publique, c'est lui. Alors, il y a l'État, il y a l'Europe, il y a les communes, les collectivités de communes, le département et la région. C'est ça. On passe la parole, les chiffres. Oui, alors, quand on additionne tout ça, ça représente des sommes assez colossales, ça fait 9 milliards d'euros. On parle d'un espace-temps d'une année, quoi. Sur une année. Sur 12 Non, de la dépense publique. C'est-à-dire, quand on additionne, pour vous donner un exemple, Conseil général plus Conseil régional, c'est 1 milliard. 1 milliard. Ok. Donc quand on additionne tout le monde... L'État c'est combien? L'État, c'est près de 3 milliards. Ça dépend des années, mais bon, c'est remonté un tout petit peu. Le privé, c'est combien? Alors, non, le privé, c'est pas de la dépense publique. Excusez-moi. Donc, les communautés de communes, c'est de l'ordre de 300 millions. Il y a tous les transferts, parce que c'est des dépenses publiques.
par exemple, on considère que la sécurité sociale, c'est de la dépense publique. Transferts sociaux. Il y a la CAF. La sécurité sociale ici, c'est combien? La sécurité sociale, c'est plus de 1 milliard et quelques. Donc au total, ça fait 9 milliards. Le solde. Le transfert, ce qu'on appelle le transfert, c'est le versement des prestations. Les dépenses moins les cotisations. Moi, c'est cotisation. Alors, Donc la différence. Oui, c'est le versement de prestations. Donc, d'ailleurs, le budget de la sécurité sociale, enfin, si l'organisme hors État qui dépense le plus pour les Martiniquais, c'est la Sécu, comme en France d'ailleurs. Le budget de l'État français, c'est 300 milliards d'euros. Le budget de la Sécu, c'est 1200 milliards d'euros. La Sécu, c'est quelque chose de colossal. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, et qui est important, c'est que et je pense que c'est ce que tu allais dire, c'est le cœur, ça alimente en fait. Seule la dépense publique permet de compenser le ralentissement de ces moteurs économiques. Tout à fait. Voilà. Alors des gens qui tirent, alors on en a accueilli quelques-uns ici, qui tirent à boulet rouge contre la dépense publique, le fait que les communes recrutent, le fait, ces gens-là seraient très mal à l'aise si ce cœur s'arrêtait. Daniel, est-ce que ce sont ces paramètres précis et puis qui sont lourds qui font que le parti dont ton journal est l'organe se limite à une autonomie, une gestion de ces paramètres-là avec peut-être plus d'efficacité, mais une simple autonomie plutôt que de partir dans une aventure de rupture beaucoup plus abrupte? Depuis sa naissance, on peut dire que le Parti progressiste n'a jamais été partisan de l'indépendance. Ouais. Non, mais je demande une question, c'est pas ça que je dis. Est-ce que c'est cette dure réalité? Non. Qu'est-ce qui explique pourquoi le fait que tu ne sois pas partisan de l'indépendance? Voilà, c'est ça. Oui, est-ce que c'est ça? Tu me dis oui, effectivement. Et puis, Entre autres. Non. Depuis sa création en 1958, il n'a jamais été question de mot d'ordre d'indépendance, mais d'autonomie pour la nation martiniquaise. Mais c'est de ça que je te parle. Continuons. Mais moi aussi, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que le fondateur du Parti progressiste, Aimé Césaire, n'a jamais voulu couper. Alors certains disent le cordon ombilical, d'autres disent des liens, quel que soit le terme que l'on emploie, avec ce que d'autres appellent la métropole, d'autres encore appellent la mère patrie. Il a toujours voulu garder des liens, mais dans un type de fédération. D'accord, mais en termes crus. En termes crus, ça c'est politique. Oui, mais restons sur l'économie. Sur l'économie. En termes crus, ça veut dire qu'on ne sait pas retrouver ces 9 milliards, là, c'est ça. Très clairement, pour vous donner un exemple, aujourd'hui... Non, mais essayez de répondre à la question. Je vous dis que chacun vous partez dans la direction de ça qui vous... Non, mais il faut qu'on considère aussi le fait que les gens ont besoin de comprendre pourquoi ces idées-là sont... Prenons un exemple de la sécurité sociale. Il y a un décalage de 600 millions d'euros entre ce que la Sécu récupère et ce qu'elle doit verser aux gens tous les jours, rembourser les médicaments, prendre en charge, etc. 600 millions divisé par 300 jours, ça fait 2 millions par jour. En clair, la sécurité sociale de la Martinique a besoin de 2 millions d'euros par jour, et ces 2 millions d'euros par jour lui sont versés, je caricature, je vais vite, par Bercy, le ministère de l'économie, entre guillemets, qui lui envoie, c'est pas comme ça, mais c'est ça l'image, 2 millions par jour. Ce que je veux dire, c'est que notre santé nous coûte 2 millions par jour. Le fait que les gens sont remboursés de leurs dépenses de santé... Michel, tu es d'accord avec ça, avec cette image? Non, plus que 2 millions. Mal remboursés. Oui, mais c'est... En fait, sont remboursés. On a compris, mais je suis d'accord qu'on a besoin de 2 millions tous les jours pour payer les médicaments, la santé, les radios. C'est un fait que dans l'état actuel de l'économie de la Martinique, le niveau d'activité... Les cotisations, les ressources de la sécurité sociale sont basées sur les cotisations des entreprises, des travailleurs. Bon, non, le fait que nous ayons un taux de chômage élevé, que nous ayons un tissu d'entreprises, de petites entreprises, et un secteur marchand relativement faible, fait que d'une manière générale, le niveau de cotisation est faible. Donc le niveau de cotisation reflète le niveau de sous-développement du pays. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est éternel. Et d'autre part, c'est une péréquation
à l'intérieur de la nation française, on pourrait trouver aussi d'autres départements. Oui, il y en a plein. On pourrait trouver d'autres qui sont dans une situation même pire que la nôtre. Bon, Tout à fait donc d'accord. par conséquent, c'est pas ça qui peut justifier le maintien du statu quo politique dans d'autres Non, pays. j'ai pas dit ça. Alors, 2009. Mais je le dis quand même. Ça vaut mieux en le disant. 2009. Récession historique, moins 6,5% du PIB, on sait pourquoi, les événements de février, la crise sociale. En 2010, ça va, on se rattrape. Alors, tu vas bien quand même. Je te permets. 2009, moins 6,5, mais 2008 déjà, 2005, 2007, 2006, 2007, 2008, il y avait déjà un ralentissement de l'économie, et 2008, il y avait déjà moins 0,3. Alors, il faut... Qui explique 2009, qui explique la crise sociale de 2009. Autrement dit, amplifie. Amplifie. Donc, pourquoi je dis ça? Que c'est pas la, oui, c'est que c'est pas la lutte des travailleurs, mais attends. Mais tout le monde l'a déjà dit, Non, Michel. Nos téléspectateurs le savent. Nos téléspectateurs le savent. Tu es comme un chien de garde là, tu sais, dès que tu as un mollet, pap, faut qu'on saute en état. C'est bien les chiens de garde. Alors, chien de garde de la classe ouvrière. Alors, en 2010, notre économie n'avait pas eu de mal à rebondir. Est-ce que cette formule est juste? Elle n'est pas de Non, c'est faux. Quand on s'effondre, on rebondit. Quand on touche le fond de la piscine, Alors, justement, à l'époque d'ailleurs, je profite de donner un petit coup de patte. À l'époque, en 2010, élection de Serge Letimier à la région, et Jean Cruzol, son économiste de service, dit c'est parce que la région est devenue létimienne qu'en 2010, on est allé à 4,6%. Alors, non, en 2011, c'est l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires obtenus en 2009 qui a relancé la consommation en 2010 et qui a fait que le PIB est remonté à 4,6%. En 2011, sans l'effet mécanique de rattrapage, boum, après la chute de 2009, on atteint 1% d'augmentation. Donc, j'allais le dire, ce que tu disais. En 2012, le PIB réussissait simplement à stagner à 0%. Ça veut dire qu'on n'a rien fait? Non. On n'a rien fait. On a maintenu. On est resté. Et en 2013, on a moins 0,5%. Et les premiers indicateurs de 2014 montrent que ça va descendre encore. Oui, mais ça c'est normal. Ah bon? C'est normal. Mais Michel l'a expliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on crée de la richesse? C'est d'abord l'activité. Et qu'est-ce qui crée l'activité? C'est la consommation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des choses qui restent dans votre hangar. Il faut bien que quelqu'un les achète. Voilà. Sauf si, par pur bonheur, il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'augmentation considérable du nombre de touristes, et puis des gens qui viennent vous acheter des marchandises dans vos magasins et repartent avec. Ça n'existe pas, on est bien d'accord. Donc c'est la consommation intérieure qui développe le pays. Eh bien, pas de consommation intérieure. Il n'y a qu'une seule chose à regarder. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est compliqué l'économie ». Non. Moins d'importation, donc moins de consommation. Et moins d'importation, moins d'octroi de mer, l'impôt qu'on paye, la taxe qu'on paye sur les importations. Moins de ressources. Donc moins de ressources pour les communes, moins d'investissements. Et tout diminue comme ça au fur et à mesure. Alors ce qui est inquiétant, c'est que... C'est un cercle vicieux. Voilà, tout ça est lié. Il ne suffit pas de guérir un élément pour que le moins de dépenses publiques aussi. Plus le phénomène de vieillissement de la population. Alors là, oui. Mais alors, Attends, Daniel, vous quoique. Je suis d'accord avec toi. Quoique. La consommation. Une population qui vieillit consomme moins parce qu'elle a tout. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Oui. Elle ne consomme pas de la même façon, mais pas forcément de moins. Je voulais revenir sur la consommation, justement. La différence, vous disiez que c'était un cercle vicieux, c'est vrai. Parce que la consommation alimente le PIB, le PIB, comme tu dis. Moi, je dis le PIB, mais en fait, c'est la même chose. Je dis les deux. Bon, la différence avec un pays développé, c'est que la consommation s'appuie sur une production. Ouais. Ici, la consommation s'appuie surtout sur des importations. Mais ça, c'est bon pour l'octroi de mer. Ah ben oui. Ah ben oui. On est pris dans une réelle contradiction là, parce que, en espérant que la production martiniquaise se développe dans tout un tas de domaines, il y a des esquisses qui se font jour. Ça ne va pas apporter davantage d'octroi de mer. Non.
Bien qu'elles soient soumises, malgré tout. Elles sont soumises quand même à la comme première. les Ça importations. rapporte Mais- plus de valeur ajoutée, plus de salaire et donc Voilà. plus de consommation. On est d'accord, mais c'est pourquoi j'insiste sur le fait que consommation doit être liée à production. À production. Ce qui n'est pas notre cas. Alors, après le TSCP, le plateau technique du centre hospitalier universitaire, la reconstruction de l'hôpital Saint-Joseph, il semblerait qu'il n'y ait aucune dépense publique majeure qui puisse mouvementer un petit peu l'économie martiniquaise. Ça, c'est une analyse qui est super restrictive, hein, parce que, je suis désolé, des investissements majeurs dans les dépenses publiques, il y en a bien d'autres. Bon, je suis désolé, alors Michel va bondir, mais bon, les investissements dans le TCSP représentent quand même en cumulé, des centaines de millions d'euros qui sont directement, qui se traduisent par de l'investissement public. Et puis, il y a d'autres chantiers. On parle de... Alors, c'est bizarre, comme les gens sont focalisés sur tout ce qui touche à la Ménard. Mais bon, il y a des goûts partout, hein. Il y a d'autres chantiers. Prenons l'exemple de l'aéroport de la Martinique. L'aéroport de la Martinique va ouvrir un chantier de plus de 90 millions d'euros. Parce que l'aéroport que vous connaissez aujourd'hui va être complètement modernisé. Tout à fait. Il y aura une deuxième piste qui va être construite. Et tout autour de l'aéroport, ce qui manquait, toutes les infrastructures aéroportuaires liées à l'activité, par exemple des hôtels, des commerces, des parkings supplémentaires, etc., vont se faire. On a l'impression qu'on a posé un aéroport là, il n'y a aucune vie autour. Donc, il y a des chantiers comme ça. À quelle échéance? Là, les travaux démarrent en 2015, Très bien. par exemple. Donc, il y en a bien d'autres. Mais j'ai l'impression qu'on fait une espèce de focus fixation. sur... Donc à la même l'année prochaine, on pourra parler d'un PIB qui sera... Non, on a dit que ça allait baisser. Pourquoi ça va l'année baisser? prochaine. Alors, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ça va baisser? Combien de temps alors? Parce que l'atterrissage ou le glissement, il est progressif. Parce que, bon, moins 0,5, il est progressif. Et nous avons toujours un train de retard, tout simplement parce que nous sommes loin et que nous sommes une île, par rapport au fléchissement. Et tant que le fléchissement n'est pas enrayé au niveau national et international, ben nous, on ne va pas rebondir. Hein. Sauf miracle, je ne sais pas. Mais là, on va vers un arrêt. Alors, Michel va en parler, mais l'Allemagne, qui était le bon élève, eh ben, les gros titres de la presse économique européenne disent stop, Ouais. c'est fini, quoi. Oui, exactement. Alors, Comment nous on explique-t-on fait 0,5, eux Oui. ils font Mais- 0,8. Oui, mais nous sommes sur la Martinique. Oui. Voilà. D'accord. Et comment vous expliquez qu'en Guadeloupe, les paramètres ne sont pas les C'est une mêmes? légende. Ah bon. Parce que, Il y a La quand même, Guadeloupe, c'est une légende. le PIB augmenterait de 0,7%. il y a quand Oui, même plus oui, d'investissements en Guadeloupe. Non, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est une légende. Ces indicateurs-là ne veulent rien dire. Non. Alors, je m'explique quand je dis que c'est une légende. Le décalage de richesse entre la Martinique et la Guadeloupe reste énorme. Ça se traduit d'ailleurs, quand on compare le PIB, c'est énorme. Les décalages structurels sur les infrastructures majeures, les infrastructures publiques entre la Guadeloupe et la Martinique sont énormes. Par exemple, en Guadeloupe, la problématique des déchets que nous avons résolue, De l'eau, des de choses, l'eau, d'accord. des déchets, du traitement, en fait, alors, donc, etc. oui, on a déjà Ils sont développé ça. en Donc, retard, en fait, donc c'est- ils sont obligés de Donc, rattraper c'est le retard. retard qui fait qu'il... Mais bien sûr, voilà. Ok. Et puis, il y a quand même un élément aussi, c'est que l'élément démographique, ils sont aussi en phase de vieillissement, Oui. mais ils ne sont pas en phase de diminution de population. comme nous. Absolument. Voilà. Nous sommes d'accord. Notamment grâce à l'immigration clandestine. Oui. Ils n'ont plus de Haïtiens que nous, ils n'ont plus de Dominicains. Ils ont du mal à... enfin, ici, à mon avis, on a une immigration clandestine qui est forte, mais qui est complètement sous-estimée par les autorités. Bien que moi, je pense que l'immigration est une solution largement positive à toutes les problématiques que nous avons là, notamment les problématiques de consommation. C'est évident. Alors, est-ce que c'est le PIB le seul indicatif qui puisse... Alors, moi, je crois qu'effectivement, nous avons raisonné dans ce cadre-là, mais toute une série d'économistes, aujourd'hui, disent que le PIB, je vais citer, Stiglitz, Jean Dadré, d'autres, que le PIB, et s'agissant de la Martinique en plus, le PIB ne mesure pas exactement, n'est pas un bon instrument de mesure de la santé économique. La santé d'un pays. C'est un instrument, entre autres, mais qu'il faut savoir Alors, relativiser. Alors, l'autre indice, la qualité de la vie, etc. Alors, bon, il y a l'indice, il y a l'IDH, et puis il y a d'autres. Alors, IDH, indice de développement humain. Bon, l'indice de développement. Alors, humain. Là, on est bon, hein. On est bon, hein. Je crois qu'on est 20e sur 200 pays.
En PIB, on n'est pas bon. Non, on est 40e. On est 40e. On est 40e. Mais on n'est pas mauvais, quoi. Mais alors, le pire, c'est qu'on est quand même un petit peu derrière. Alors, à ce niveau-là, nous sommes un peu 3 ou 4 ans derrière la Guadeloupe. Expliquez ce qui le compose, s'il vous plaît. L'indice de développement humain comprend donc le PIB lui-même, mais comprend les indicateurs de santé et les indicateurs d'éducation. Nombre de médecins pour 1000 habitants, nombre de dentistes pour 1000 habitants. Nombre de médecins, c'est pas bon. Etc. Enfin, dans le Nord, surtout. Alors cet IDH qui essaie de mesurer un peu plus ce qu'on peut appeler le bien-être. Ouais. Bon, et de ce point de vue-là, mais il est en grande partie aussi, il affecte du même problème, à mon avis, que le PIB, c'est qu'il est en grande partie artificiel parce qu'il résulte de transferts de l'extérieur. Aussi bien au niveau de l'éducation que du PIB. Il est subordonné à... Il est subordonné à cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une création, ce n'est pas une création du territoire. D'accord. Nadia, comment on peut mesurer le niveau de bonheur d'une population? Est-ce que ça compte pas aussi, le bonheur? Est-ce qu'un pays est heureux, un pays est malheureux Est-ce que les populations... Parce qu'on a remarqué qu'il y a une distorsion entre la conviction profonde qu'on a d'être heureux et puis le niveau de vie. Comment explique-t-on pourquoi il y a des gens, pourquoi il y a des populations, pourquoi les gens du Nord, par exemple les Danois, ils ont une conception, pourquoi les États d'Amérique latine sont plus heureux que d'autres et que ça n'a rien à voir avec le PIB ou même l'indice de développement humain. Comment tu expliques ça, qu'il y a des populations qui sont plus heureuses que d'autres? Moi je dirais que c'est juste une question de clé de lecture. Le PIB, Michel l'a expliqué, c'est une clé de lecture strictement économique. Voilà, et puis qui lie un mode de fonctionnement, en plus, une économie selon un modèle occidental, capitaliste, marchand. Le bonheur. Le bonheur, on est tout de suite dans des valeurs qui sont nettement plus immatérielles et subjectives. Et comment apprécier la subjectivité? Alors, la pertinence, je ne pense pas qu'elle soit à démontrer, surtout qu'on est dans une... globalement, on entend que l'économie va mal, justement, que le monde va mal, les sociétés sont en déliquescence, voire en décadence. Voilà, c'est comme ça qu'on rend les gens malheureux. C'est comme ça qu'on rend les gens malheureux, parce qu'en réalité... C'est elle qui recommence, là. Mais c'est bien ce que tu dis, Gérard, parce que les questions, justement, ces fameux indicateurs, indicateurs de bonheur ou de bonne santé, ça tient souvent à pas grand-chose. Et quand je dis que ça tient souvent à pas grand-chose, on peut donner l'exemple de l'Angleterre avec les Jeux Olympiques de Londres 2012. Où à partir du moment où ils ont eu parce que la lutte était serrée, notamment avec la candidature de la France, où Londres a obtenu cette candidature, enfin l'organisation des Jeux, tous les indices économiques ont été à la hausse immédiatement. Pour couronner le tout, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, même si ça se traduit ensuite par une bonne santé économique, il y a eu le mariage princier. Ensuite, ça a vraiment été un enchaînement. Ensuite, la naissance, le jubilé de la reine, le Royal Baby. Et à chaque fois, ce sont des événements qui n'ont rien à voir avec l'économie. Et qui rendent les gens heureux. Qui rendent les gens heureux, mais qui derrière se traduisent par une montée en puissance économique. Et quand ils sont heureux, il faut des enfants. Quand ils font des enfants, ils consomment. Vous savez qu'on est quand même adossé à l'un des pays de l'OCDE qui est le plus pessimiste. Toutes les enquêtes montrent que la France est le pays le plus pessimiste. Même plus que des pays qui sont en guerre. Il y a quand même un élément qui est intéressant. Je regardais une émission où on posait la question suivante, mais pourquoi, malgré le fait que l'économie française, alors évidemment si on écoute la presse, c'est catastrophique, l'économie française va mal, pourquoi la France continue à pouvoir emprunter à des taux négatifs? Et l'un des invités disait, les gens qui prêtent à la France savent que la France est un des pays les plus riches du monde, tout simplement, que le patrimoine des Français est égal à 12 000 milliards d'euros. Alors, patrimoine officiel, évidemment, tu imagines bien le patrimoine complet, les montants, et à comparer à la dette. C'est comme si tu arrives à la banque et tu as 12 000 euros, on va faire ça, sur ton compte, et tu demandes un crédit de 2 000 euros. Le type te dit, attendez, 2 000 euros, je vous le donne, quoi. Je peux même vous donner 4 000 euros si vous voulez. Voilà, pour que les gens comprennent bien, c'est ça. Donc, il faut se méfier, et tu as raison, il faut se méfier de l'ambiance qu'il faut créer tout simplement pour pouvoir vendre
sa marchandise, la presse, les émissions, etc. Et puis la réalité d'un pays. Alors quand tu dis qu'on est adossé à un pays parmi les plus pessimistes, oui, c'est le pessimiste des nantis. Le pessimiste des nantis. C'est-à-dire que les gens qui disent que ça ne va pas, eh ben, globalement, c'est eux qui ont le plus de... C'est la formule ou qu'appellerait Boudin-plein. La France est un des pays qui non seulement a le patrimoine, on va dire, d'épargne, hein, on va appeler ça de l'épargne, hein, même si ce n'est pas forcément du liquide, ouais, voilà. le plus important du monde, après les États-Unis et peut-être... Les infrastructures. Ouais, l'ensemble de l'équipement. C'est un pays qui est extrêmement bien administré. C'est pour ça qu'il y a des tonnes et des tonnes, des milliards d'euros qui sont investis par des investisseurs étrangers, parce qu'ils savent que ce genre de pays-là, hyper bien administré, hyper bien structuré et hyper riche, ne peut pas s'écrouler comme d'autres à côté qui n'ont pas la même densité, densité historique. Il y a une fonction publique et un État qui est particulièrement, où il y a encore un esprit de service public important qui peut passer des périodes difficiles, des périodes de mauvaise gouvernance. Okay? Ouais. Il y a des corps... Comme celle que l'on a... Oui, il y a des corps remarquables. Il y a des corps remarquables. Je pense à l'inspection générale des finances. Ce n'est pas parce que j'ai appartenu au ministère des Finances. Il y a... Mais il faut citer les pompiers. Oui. Non, les pompiers, les médecins... Donc, il y a... C'est-à-dire tout ce qui a été, qui est résulté notamment de la conception étatiste qui est d'ailleurs critiquée par les libéraux. C'est-à-dire qu'il y a un pays où il y a encore une structure étatique qui maintient le lien social. Attention, il y a des brèches. Ouais. Bon, quand on écoute M. Gattaz, il veut revenir sur tout ce qui a été installé après 1945. On écoute M. Sarkozy, il faut faire une fonction publique, on va faire des contrats de 5 ans. Ouais. Okay? Bon. Ni M. Gattaz, ni M. Sarkozy ne croient réellement qu'ils soient capables de le faire et ils savent que c'est voué totalement à l'échec. Heureusement, quand même. Encore heureux, mais n'empêche que il y a quand même des idées qui font un parti communiste en France. Messieurs, voici ce que nous aurions pu avoir abordé aujourd'hui, c'est parler un peu de la droite. On ne prend jamais de la droite en Martinique, c'est sa déliquescence. Ah non. Non, pardon. Non, j'aime le mot. La droite n'est pas déliquescente, elle a réussi à mettre tout le monde autour d'une même table. Même si depuis ça, les tiraillements ont recommencé. Bon. Je voudrais qu'un jour on s'arrête sur le Front National, sérieusement. Ouais. On en a déjà. Non, mais là, mais vraiment, de toute façon, un peu... Ça pourrait même faire l'objet d'une émission, si vous voulez bien, sur l'idéologie, les résultats, les mythes, parce qu'on a été... Je pense que... L'hypocrisie des autres partis par rapport au Front National. Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie française de penser qu'un pays comme la France ne peut vivre sans l'extrême droite, quoi? Tous les grands pays démocratiques ont leur extrême droite. En tous les cas, 43% des Français sont pour une candidature de M. Juppé. Vous savez que M. Sarkozy a encore fait des siennes, il a encore inquiété par le Kazakhstan, la vente d'hélicoptères au Kazakhstan, où il a touché des rétrocessions. Et puis un jour, il faudra qu'on parle quand même de GPA et PMA. Oui. La gestation pour autrui. Voilà. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir subi nos explications, parfois un peu ardues, mais je sais que vous appréciez la qualité. Bonsoir.